Sorti en 2015 par le studio indépendant Moon Studios, Ori and the Blind Forest se présente comme étant un jeu de plateforme et d'aventure où le désir de faire vivre des émotions fortes aux joueurs occupe une place centrale. Parmi les différents effets esthétiques produits par l'expérience de jeu, celui de l'espoir s'avère particulièrement marquant. L'effet esthétique d'espoir désigne ici la sensation de persévérance face à l'adversité, une forme de résilience émotionnelle qui pousse le joueur à continuer malgré les obstacles et les échecs. D'autres jeux proposent eux aussi des expériences liées à l'espoir. Journey le fait par la progression symbolique du voyage, tandis que Hollow Knight l'associe surtout à la persévérance dans un monde hostile. Ces exemples permettent de situer ce qui distingue Ori and the Blind Forest, où l'espoir repose sur une combinaison précise entre narration, jouabilité et esthétique visuelle. Ainsi, la question centrale devient comment Ori and the Blind Forest génère-t-il un sentiment d'espoir chez le joueur à travers ces trois éléments? Pour répondre à cette question, nous analyserons l'espoir produit par la narration, notamment à travers les séquences ludonarratives, l'espoir généré par la jouabilité, grâce à la progression par l'entremise de l'acquisition d'habilités, du level design et de la difficulté des séquences d'évasion, et l'espoir suggéré par l'art visuel, en étudiant les palettes de couleurs, l'environnement et les effets visuels. L'histoire de Ren the Blind Forest est une histoire de perte et de sacrifice, mais aussi une histoire d'amour et bien évidemment d'espoir. Ainsi, au travers des séquences narratives, le joueur se fait véhiculer ces thèmes de plusieurs façons différentes. Cette section va porter sur l'une des manières dont Ori and the Blind Forest tente de faire ressentir ces thèmes aux joueurs, la ludonarration, plus particulièrement celle présente dans la mise en scène du jeu. Au travers de la mise en scène, le joueur est amené plusieurs fois à prendre le contrôle des personnages. Ces moments ludonarratifs sont souvent courts comparés aux scènes d'exposition qui les séparent, mais grâce à leur présence, le joueur est en mesure d'absorber les thèmes du jeu plus facilement et profondément. La force de ces moments peut s'expliquer par l'entremise de deux concepts clés, l'incarnation et l'alterbiographie. L'incarnation se définit en partie comme étant le prêt de réponse affective de notre corps au jeu par l'entremise d'interactions passives avec celui-ci et d'actions contextuelles. Lorsque j'incarne un personnage, ses actions deviennent mes actions et vice-versa. L'alterbiographie, tant qu'elle, se définit comme étant le récit continu généré lors de l'interaction du joueur avec l'environnement de jeu. Au-delà de l'histoire présentée par le joueur est en mesure de se la réapproprier par ses actions. Dès la première séquence narrative du jeu, les thèmes de la perte et de l'amour sont présentés. L'histoire d'Ori and the Blind Forest commence avec une perte. L'arbre des esprits perd Ori, ce qui résulte en sa naissance. Durant cette séquence, le joueur incarne son premier personnage, Naru. Cette séquence sert aussi en partie d'initiation au schéma de contrôle de base du jeu. Lorsque le joueur atteint l'endroit où Ori est atterri, la thématique de l'amour prend place. Par l'entremise de l'incarnation de Naru, le joueur prend un rôle maternel pour Ori. Cette séquence est le premier moment où le joueur peut ressentir de l'attachement au personnage, un concept qui se définit comme étant un terme générique désignant le sentiment d'affection, de connexion et de proximité qu'un joueur éprouve envers un personnage de jeu. Par la suite, le joueur incarne Ori pour la première fois, ce qui lui permet d'être initié à son schéma de contrôle tel qu'on peut voir dans l'extrait. Peu de temps après, le joueur atteint un endroit où Naru est en train de récolter des fruits et reprend maintenant le contrôle de Naru avec Ori sur ses épaules. En continuant vers la droite, le joueur découvre une partie de la forêt abondante en fruits, mais celle-ci est coupée par une rivière. La séquence narrative qui suit observe Naru et Ori en train de bâtir un pont afin de la franchir. Cette séquence narrative évoque un fort sentiment d'espoir au travers de la relation mère et fils entre Naru et Ori. Leur coopération, leur complicité, leur amour est mise de l'avant dans ce moment profondément paisible dans lequel le joueur peut se sentir comme un troisième membre de la famille puisqu'il les a menés jusqu'à là. Durant cette séquence, il est possible d'associer l'attachement à Naru et à Ori à l'archétype du Concern for One's Protégé, tel que présenté dans Exploring Emotional Attachment to Game Characters, qui se caractérise par une profonde inquiétude, une préoccupation et un sentiment de responsabilité envers un personnage, puisque le joueur veut à tout prix maintenir la paisibilité qui lui est présentée dans la scène.
Alors que Naru et Ori profitent de la récompense de leur labeur, le joueur réincarne Ori pour la deuxième fois. Ici, le joueur est invité à aller vers la gauche par une lumière et un son hors champ, l'arbre des esprits. Mais il hésite entre y aller immédiatement ou aller vers la droite par désir d'exploration. Il s'agit ici d'un exemple d'alter-biographie d'une entité, un concept qui décrit des histoires relatives à une seule entité que le joueur contrôle. Dans ce moment, le joueur attribue une personnalité à Ori qui lui est propre. Est-il téméraire, espiègle, droit au but? C'est le joueur qui détermine ces aspects d'Ori par sa jouabilité et qui ainsi renforce son attachement émotif avec lui. Depuis la dernière scène, la forêt est tombée dans un état de décrépitude et les réserves de nourriture d'Ori et Naru sont extrêmement maigres. Durant cette séquence, la forêt est pratiquement morte. L'abondance dont Naru et Ori profitaient n'est plus là. Naru offre le dernier fruit qu'il leur reste à Ori, ce qui le pousse à l'en chercher plus. C'est alors qu'il en trouve et en récupère que le joueur incarne Ori pour la troisième fois, prêt à ramener des fruits à sa mère. Durant cette séquence où il revient à la maison, le joueur est confronté à l'état en décrépitude de la forêt. En même temps, des souvenirs des bons moments passés avec sa mère font surface. Ici, l'alter-biographie du joueur présente un Ori inquiet. Il n'y a aucun mouvement superflu entre l'acquisition des fruits et l'arrivée à leur demeure. L'inquiétude d'Ori est l'inquiétude du joueur. Cette inquiétude tourne rapidement en désespoir lorsque le joueur retrouve sa mère morte, le dernier fruit qu'elle lui a donné, un sacrifice afin d'assurer la survie de son fils. Durant la séquence finale de l'introduction, le joueur incarne une quatrième version d'Ori, faible, triste et apeurée, quittant sa terre natale. C'est durant ce moment de jouabilité qu'Ori meurt pour la première fois, plaçant la responsabilité de sa mort entre les mains du joueur, ce qui va à l'encontre des valeurs associées au Concern for One's Protégé. Tel que dit par la narration du jeu, Hope went astray. Le joueur tombe dans le désespoir d'avoir échoué sa tâche. En permettant aux joueurs d'incarner les personnages et de leur attribuer des aspects de personnalité propres à eux, et non seulement de regarder l'histoire se dérouler devant ses yeux, Ori and the Blind Forest crée un attachement émotionnel et un sentiment de responsabilité fort aux personnages et au monde de jeu. La séquence narrative d'ouverture, montrant aux joueurs ce qu'Ori a perdu et le désespoir dans lequel il se trouve, sert ainsi de source de motivation à rétablir l'ordre dans la forêt afin de regagner l'espoir, la paisibilité tant recherchée, et aux joueurs le pardon d'avoir échoué à sa tâche de protéger Ori et Naru. Ori and the Blind Forest propose une expérience où chaque élément, capacité, niveau et obstacle, contribue à créer un sentiment constant de vulnérabilité et de maîtrise progressive. Dans cette analyse, nous nous intéresserons à la manière dont le gameplay soutient l'immersion et la narration environnementale du jeu. Plus précisément, nous examinerons d'abord comment la progression à travers les différentes habilités structure l'apprentissage du joueur et transforme ses possibilités d'exploration. Ensuite, nous analyserons le level design de la forêt de brouillard, une section marquante où la carte disparaît et où l'espace devient volontairement trompeur pour renforcer la perte de repères. Enfin, nous étudierons la difficulté des séquences d'évasion dans les temples, qui fonctionnent comme des épreuves culminantes venant mettre à l'épreuve la maîtrise des mécaniques apprises. À travers ces trois axes, nous chercherons à comprendre comment Ori and the Blind Forest façonne une expérience où l'espoir et la résilience émergent directement de ces mécaniques. Ori and the Blind Forest est un jeu appartenant au genre des Metroidvania. Ce genre, inspiré des jeux Metroid et Castlevania, comme le nom l'indique, a eu un boom de popularité depuis le début des années 2010-2015 environ, et est caractérisé par plusieurs codes et mécaniques de jeu qui sont présents dans la plupart des jeux de ce genre, incluant Ori, comme je l'ai mentionné. Ce genre de mécaniques sont très souvent des défis de plateforme, d'habileté mécanique pour surmonter des obstacles, souvent beaucoup de backtracking, de retour en arrière dans des zones précédemment explorées pour réexplorer grâce aux nouvelles habiletés qu'on a trouvées depuis, pour trouver des nouvelles zones, des secrets, etc. Et finalement, justement, toute la dynamique de gagner des nouvelles habiletés à mesure que l'on progresse dans le jeu pour devenir plus fort, accéder à des nouvelles zones, etc.
Ori a évidemment tous ces éléments-là qui se retrouvent dans le jeu, mais moi, ce que je vais parler plus précisément, ça va être justement la dynamique de gagner des nouvelles habiletés et de cette progression-là, et comment ça vient en rapport avec notre effet esthétique de l'espoir. Dans le jeu, le personnage principal, Ori, débloque une multitude d'habiletés à mesure de sa progression en fond, du jeu. Dans la plupart des cas, ça va être en trouvant un arbre ancestral qui est comme l'esprit d'un ancien membre de l'espèce de riz à travers lequel il apprend une nouvelle capacité. Parfois, ça peut être aussi un objet qu'elle trouve ou un personnage qu'elle rencontre qui veut l'aider avec une nouvelle habilité. On pense par exemple à la plume de Kuro qui lui sert pour planer un peu plus tard dans le jeu. Et c'est à travers cette progression-là, à la fois narrative, qu'on rencontre une progression du gameplay en débloquant des nouvelles habiletés. En plus de ça, le jeu comporte aussi un arbre de compétences où on gagne comme de l'expérience et on peut dépenser des points dans l'arbre de compétences pour améliorer nos habilités. Mais ça, c'est plus pour améliorer les habilités qu'on a déjà, plus que pour gagner de nouvelles habilités. Puis c'est un système complètement à part. Donc, je ne vais pas trop m'étaler dessus aujourd'hui. Moi, je vais plus mentionner vraiment les habilités de mouvement qu'on gagne à travers les arbres ancestraux. Pour illustrer mon point sur l'effet esthétique de l'espoir, je vais me concentrer sur mon habilité préférée dans le jeu, l'habilité Bash, dans le fond, qui sert à, lorsqu'un projectile ou un ennemi s'approche de Ori, on peut arrêter le temps et rediriger le projectile en se propulsant soi-même dans la direction opposée. Euh, cette habilité-là a une multitude d'utilités dans le jeu, que ce soit pour du mouvement, ou bien pour justement rediriger un projectile vers une cible donnée, un ennemi, une cible pour un puzzle, etc. Ou pour une multitude d'autres raisons. C'est, à mon sens, l'une des habilités la plus versatiles du jeu, voire même de beaucoup d'autres jeux que j'ai joués dans ma vie. Et c'est pour ça que je vais utiliser cette habilité-là comme exemple pour parler de mon effet esthétique. En effet, à mon sens, le bash est un des meilleurs exemples pour illustrer l'effet esthétique de l'espoir dans Ori and the Blind Forest. Et pour illustrer ça, je vais parler du concept de l'émergence. L'émergence, dans le fond, selon Ivan Paduano, qui est un professeur à la Sapienza University of Rome et qui a écrit le livre Game Design Manual, d'après lui, l'émergence serait Emergence refers to the ability of a system to generate complex and often unpredictable behaviors and patterns from the interaction of simpler components. Donc, c'est vraiment une définition très intéressante parce que ça s'applique parfaitement, dans le fond, au bash dans Ori and the Blind Forest. Parce que, bien, le bash en lui-même est une habilité très très simple. Il s'agit simplement de se propulser en utilisant un ennemi ou un projectile, mais elle est extrêmement versatile et elle peut interagir de manière très intéressante avec plein d'autres mécaniques, dans le fond, du jeu, que ce soit tout simplement le placement des ennemis ou le design des niveaux, ou même interagir avec d'autres habiletés qu'on débloque plus tard dans le jeu. C'est vraiment une énorme variété et liberté d'action dans le jeu, et c'est justement ça, dans le fond, où on retrouve l'espoir dans ça. Parce que tout ce sentiment de progression-là, de liberté en débloquant le bash et ensuite en réalisant qu'on peut aller près où est-ce qu'on veut avec ça, si on l'utilise correctement, mais ça crée un sentiment de liberté qui lui-même crée un sentiment d'espoir, d'ouverture. Le monde est ouvert, on peut aller partout et on peut traverser tous les obstacles grâce à ça et ça crée un sentiment d'espoir chez le joueur. En plus de ça, la structure de niveau elle-même, elle aussi, ramène à ce sentiment d'espoir-là, parce qu'elle est construite d'une manière à ce que, premièrement, on t'introduit à une mécanique, comme par exemple, dans le niveau où on débloque le bash, les mécaniques des projectiles qu'il faut amener au bon endroit. On t'introduit à la mécanique, elle est un peu complexe à utiliser parce qu'il faut bouger des blocs, etc. Et ensuite, on débloque le bash, et par la suite, on réintroduit la même mécanique, mais que cette fois-ci, on peut utiliser le bash pour résoudre cette mécanique-là. Donc ça crée un sentiment de résolution de problème, de progression. Un problème qu'on avait avant devient plus facile maintenant. Et ça ramène encore une fois au sentiment de liberté, résoudre les problèmes de plusieurs façons. Et cela ramène évidemment à notre sentiment et à notre effet esthétique de l'espoir. Dans son livre, justement, Game Manual,
M. Padron va appeler ces petites boucles de gameplay-là, comme je parlais à propos de introduire une mécanique, débloquer l'habilité, et ensuite utiliser la mécanique avec l'habilité pour progresser, dans le fond. On pourrait qualifier ça comme il appelait ça une méso-loop, fait qu'une petite boucle de gameplay plus compacte, plus condensée. Mais ces méso-loops-là, bien qu'elles soient satisfaisantes en elles-mêmes, peuvent aussi être combinées. Et c'est justement la combinaison de ces méso-loops-là qui vont vraiment élever l'effet esthétique de l'espoir dans ce jeu-là. Premièrement, ces méso-loops-là peuvent être imbriqués en quelque sorte, qui, en termes du jeu, signifie dans le fond utiliser plusieurs habiletés qu'on débloque ensemble, comme par exemple le bash. Et bien, dans la section finale du donjon, eh bien, il augmente, il faut se dépêcher, donc on se met à utiliser le bash, le double saut, et toutes ces habiletés-là, toutes ensemble, pour faire le parcours d'obstacles qui doit se faire rapidement. Et c'est cette combinaison-là qui rend compte ce sentiment de maîtrise. C'est pas parce qu'en plus de progresser narrativement, le joueur se sent devenir meilleur à utiliser, à la fois dans le jeu à débloquer des habiletés, et aussi lui-même à utiliser les habiletés en combinaison l'une avec l'autre, ce qui donne encore une façon d'espoir de progression. Ensuite, il y a aussi une macro-loop, qui est toutes les méso-loops, toutes mises ensemble, vont faire une grande boucle qui, dans le fond, représente le sentiment de progression général dans le jeu au complet à mesure qu'on débloque une habilité après l'autre et qu'on, à la fois dans le jeu, on sent devenir de plus en plus fort. Narrativement, on devient de plus en plus fort parce que débloquer ces habiletés-là permet à Ori de devenir plus fort et de parvenir au bout des dangers et d'atteindre et de sauver l'arbre, dans le fond, qui est l'objectif du jeu. À la fois, la gameplay et la narration permettent cette grande boucle-là de fournir un sentiment de progression et d'espoir qui est vraiment central à notre effet esthétique. Et ça, c'est vraiment important parce que, par exemple, dans ce texte qui se nomme Practicing Octalysis, écrit par Adam Saronan et Aram Mohammad, et qui parle, dans le fond, du système de l'octalyse. L'octalyse qui est une structure, dans le fond, de gamification qui permet à des jeux, à d'autres choses, dans le fond, de trouver des éléments qui permettent de rendre leur jeu ou leur autre chose amusant et qui donnent envie aux joueurs d'y jouer. Et l'octalyse, comme son nom l'indique, a 8 principes. Et 2 de ces principes-là sont vraiment intéressants. Le premier, qui est le deuxième principe, est le Development and Accomplishment. Et comme c'est écrit dans le texte, this core drive motivates people by showing how far they have come and how much they have grown. Ce qui est exactement ce qui se passait avec le gain d'habilité, à la fois mécaniquement dans le jeu et au niveau de la progression narrative de Ori. Et le troisième principe qui revient un peu avec ce que je disais avant, avec l'émergence, mais le troisième principe qui est la Empowerment of Creativity and Feedback, qui stipule que the third core drive is all about the player's creativity and how that freedom of creativity can fuel their motivation to take action. Qui revient encore une fois avec le bash et la liberté, dans le fond, d'utiliser ces différentes habiletés-là qu'on gagne pour, un peu, de la manière qu'on souhaite, pour essayer d'atteindre des challenges et des endroits dans le monde qu'on n'avait pas accès avant. Et les utiliser dans la manière que l'on souhaite. Notamment, de plusieurs manières qui ne sont pas nécessairement prévues à 100% par le jeu, mais toute cette satisfaction-là, justement, de la créativité de la chose, qui ramène, encore une fois, à ce sentiment d'espoir-là, de découverte, qui est vraiment central pour ce jeu. Dans les bois brumeux, Ori and the Blind Forest rompt volontairement avec les conventions d'exploration établies jusqu'à-là. Habituellement, le joueur peut consulter une carte détaillée permettant de se situer, de planifier ses trajets et de construire une représentation mentale cohérente du monde. Or, dans cette séquence précise, la carte est totalement cachée. Cette absence soudaine crée une rupture forte dans la conduite du joueur. Il est plongé dans une zone où ses repères habituels disparaissent. Dans son ouvrage Analyzing the Challenge of Navigation Through the Metroid Series, Oeg
distingue deux composants essentiels du déplacement dans un jeu vidéo, la destination et le routing. Pour citer l'auteur, la destination désigne the challenge of determining where the player is supposed to reach, et de l'autre côté, le routing est défini comme the challenge of figuring out a route that will lead the player to this destination. Dans les bois brumeux, ces deux dimensions sont simultanément fragilisées. La destination devient floue, car aucun objectif clair n'est visible au départ, et le routing est extrêmement difficile par l'absence de carte et la déformation de l'espace, liée au brouillard. Le jeu ne brouille donc pas seulement le chemin, il brouille aussi l'idée même de direction. La conséquence immédiate est une désorientation contrôlée. Le joueur ne peut plus s'appuyer sur sa mémoire spatiale à long terme, ni sur le système de repérage habituel. Il doit alors se fier uniquement aux éléments sensoriels présents à l'écran, les silhouettes, sons, la lueur de riz, ou quelques indices visuels très subtils. Le jeu met ainsi en valeur la perte de contrôle comme une expérience émotionnelle et ludique à part entière. Cette désorientation n'est pas simplement un obstacle, elle participe aussi à une logique thématique. Les bois brumeux sont un espace trompeur, presque vivant, dont l'identité repose précisément sur cette idée de se perdre. Le level design imite cette intention narrative en brouillant volontairement les repères habituels du joueur. On lui retire l'outil qui assure habituellement sa navigation, la carte, pour le forcer à ressentir l'incertitude et la vulnérabilité propre à ce lieu. Cette section propose aussi un contraste intéressant entre la focalisation et la défocalisation. Le joueur privé de cartes doit se focaliser davantage sur l'environnement immédiat afin d'identifier les chemins, mais cette concentration est mise en tension par la nature même du brouillard qui déforme ou réduit la visibilité. Le jeu manipule donc l'attention du joueur, l'obligeant à avancer avec prudence. Enfin, cette reconstitution progressive du chemin par essai-erreur génère une forme de résilience qui se génère au fil de la progression. En cachant la carte, Orient de Blind Forest ne se contente pas de modifier l'interface, il transforme directement la manière dont le joueur pense et perçoit l'espace. Le brouillard devient un dispositif de game design qui agit à la fois sur l'attention et la navigation du joueur. Ensuite, une fois la section des bois brumeux terminée, la carte se dévoile enfin. Ce moment permet au joueur de comparer ce qu'il croyait avoir fait avec ce qu'il a en réalité parcouru. Lorsqu'on place cette carte officielle à côté d'une carte créée par un fan qui trace précisément la trajectoire réelle du joueur, une différence frappante apparaît. Le chemin véritablement parcouru est plus long et beaucoup moins intuitif que ce que la perception du joueur laisse croire. Cette disparité entre le perçu et le réel crée une confusion spatiale significative. Elle entrave directement le routing. Même après coup, lorsque le brouillard est levé, la comparaison montre à quel point l'espace a été manipulé pour désorienter le joueur. Lorsque la perception du déplacement ne correspond plus à la réalité du parcours, le joueur perd ses repères internes, il a l'impression d'avancer dans une direction logique, mais il s'éloigne en fait du chemin optimal sans en avoir conscience. Cette dissonance rend difficile la construction d'une représentation mentale fiable de et de l'espace, ce qui complique les décisions de navigation suivantes. Cette observation constitue une base essentielle pour la partie suivante de l'analyse. Elle permet de comprendre comment la perte de correspondance entre l'orientation perçue et l'orientation réelle influence plusieurs aspects de l'expérience déjà mentionnée sur la navigation et la résilience. Cette comparaison montre à quel point la carte révélée, la trajectoire réelle, met en lumière l'efficacité du design des bois brumeux. Elle ne désoriente pas seulement le joueur sur le moment, mais modifie aussi sa compréhension rétrospective de l'espace. Pour poursuivre, si on compare la carte créée par le fan avec les déplacements qu'on fait, cela devient soudainement logique. L'espace n'était pas tordu, mais plutôt perçu comme tel à cause des manipulations du brouillard et de la topographie changeante. Un exemple frappant apparaît lorsque l'on revient sur ses pas, là où l'on croyait avoir vu un mur infranchissable, celui-ci n'existe plus. À l'inverse, des chemins qui semblaient ouverts deviennent soudainement obstrués. La topographie elle-même change, ce qui était un couloir devient une impasse, et certains passages disparaissent entièrement. Le joueur ne perd pas seulement ses repères, il perd aussi la stabilité même de l'espace autour de lui. Cette situation illustre parfaitement les observations de Norman J. Vinson concernant les landmarks dans son article Design Guideline for Landmark to Support Navigation in Virtual Environment. Pour citer l'auteur, sa troisième directive stipule qu'un repère doit être sufficiently distinctive
to be unambiguously identified. Pour sa part, sa sixième directive précise qu'un repère doit stand out clearly from its surrounding to be useful for orientation. Or, ici, rien de tout cela n'est respecté. Tous les éléments visuels se ressemblent, arbres ou racines et troncs. Aucun ne se distingue suffisamment pour servir de point d'ancrage fiable. Et pire encore, lorsque le joueur croit reconnaître un repère, celui-ci peut changer ou disparaître lorsqu'il revient en arrière. Les rares landmarks utilisés sont donc instables et impossibles à utiliser pour naviguer. Cette impossibilité de s'appuyer sur des repères fiables renforce la désorientation. L'absence de cartes empêche donc le joueur de vérifier son intuition et les transformations constantes du décor brouillent toute tentative de mémorisation spatiale. Le joueur ne peut plus construire une carte mentale cohérente et chaque retour en arrière invalide ce qu'il croyait avoir compris sur son environnement. S'adapter rapidement à de nouveaux changements devient donc un défi. Le jeu transforme ainsi l'exploration en un exercice d'endurance cognitif où se perdre fait partie intégrante de l'expérience. Finalement, à un certain moment dans les bois brumeux, le jeu montre clairement un objectif au loin, un artefact lumineux qui se détache légèrement du décor. Cet objet devient l'un des très rares repères stables de toute la zone. Il apparaît environ à la moitié du parcours et constitue pour le joueur une source d'orientation précieuse dans un espace où presque tout est ambigu ou trompeur. Cette situation entre directement en résonance avec les travaux de Norman Vincent, selon lequel un bon landmark doit aussi être distinctif que constant. Contrairement aux autres éléments du décor, l'objectif lumineux remplit ces critères. Il ne change pas et ne disparaît pas malgré le brouillard. Il devient donc un point de repère essentiel pour le joueur. Il fait aussi écho au concept de destination défini par Roek, pour qui un objectif clair joue un rôle fondamental dans la motivation et la persévérance du joueur lorsque l'on sait où aller, même si l'on ne sait pas encore comment y aller. L'expérience devient beaucoup plus supportable. Dans les bois brumeux, ce landmark agit exactement de cette façon. Il maintient l'intention du joueur en lui rappelant constamment que la sortie existe et qu'il se dirige bel et bien vers quelque chose. Le fait d'avoir cet objectif sans pouvoir l'atteindre immédiatement crée donc un double effet. D'un côté, la frustration naturelle de l'inaccessibilité renforce le sentiment de mystère et d'égarement propre à la zone. De l'autre, sa simple présence nourrit la résilience du joueur. Elle confirme qu'il progresse réellement et qu'il ne tourne pas en rond, même si le chemin reste confus. La visibilité de cet objectif agit comme un fil conducteur dans un espace conçu pour désorienter. Au final, cet objet visible, mais hors d'atteinte, sert de repère psychologique autant que spatial. Il guide et rassure, ce qui permet aux joueurs de continuer à avancer malgré l'incertitude permanente. Il illustre à quel point un objectif clair, même lointain, peut structurer l'expérience d'exploration dans un environnement volontairement instable. Ori and the Blind Forest contient plusieurs défis de parcours, comme des sections où tu dois parcourir une grande distance dans un décor labyrinthique sans toucher le sol, ou des sauts précis au-dessus de l'eau empoisonnée. Mais il y en a 3 qui sont au-dessus du reste. Appelons-les des séquences d'évasion. Ces séquences d'évasion viennent tester le joueur à des moments décisifs de l'histoire et s'assurent qu'il est assez bon pour poursuivre le jeu. Le point commun entre ces séquences est principalement que le joueur est poursuivi par quelque chose et qu'il y a des façons de mourir instantanément, peu importe le nombre de points de vie que le joueur a. Celui dans l'arbre te fait enfuir d'un mur d'eau qui poursuit le joueur, causant une mort subite au contact. Celui de glace, des lasers et l'effondrement d'une grotte, et pour le volcan, Ori doit échapper au feu et à Kuro. Cette section de l'analyse va se baser sur la première séquence d'évasion parce qu'elle introduit le joueur aux dites séquences et que la capacité principale pour s'échapper est donnée à Ori pas longtemps avant, le bash. Le joueur a aussi déjà récupéré le pouvoir pour sauter sur des murs. La première séquence d'évasion est divisée entre plusieurs défis. Le parcours dans cet endroit est vertical et les chutes sont souvent impardonnables. Une erreur peut facilement mettre fin à votre essai, surtout si Ori tombe dans l'eau et meurt instantanément. En plus, il y a des pics un peu partout, souvent pour forcer le joueur à faire des manœuvres difficiles. Le nouveau pouvoir obtenu peu auparavant qui permet aux joueurs de se propulser avec des projectiles, des ennemis ou le décor, force le sens du rythme
et teste le temps de réaction du joueur, surtout quand il doit s'élancer entre plusieurs projectiles. Le design de niveau de la zone introduit des portails permettant une plus grande liberté de mouvement, mais il est parfois difficile de savoir où un portail mène, ce qui peut désorienter le joueur. Le portail peut aussi cacher Ori, empêchant de voir où il est. Faire tous ces éléments en même temps devient encore plus difficile s'il y a des ennemis qui essaient activement de tuer Ori et que le joueur doit les utiliser, eux et leurs projectiles, comme éléments de parcours. De plus, la vie maximale que Ori peut avoir ici est basse, ne laisse donc pas beaucoup de place à l'erreur. Et en plus, le vrai défi est la limite de temps sous la forme d'eau montante qui est ajoutée soudainement. Et comme démontré par Keaton Oak et José Zagal, réduire le temps de réflexion du joueur engendre du stress et mobilise ses ressources cognitives. Lorsqu'il est chronométré, le joueur est plus susceptible d'atteindre des niveaux de charge cognitive néfastes, ce qui accroît la difficulté de la tâche. Lors de la montée, l'eau est bruyante, distrayante et vient mettre la pression au joueur. Il y a certains endroits où le joueur est forcé d'attendre, souvent pour des projectiles, et que l'eau continue de se rapprocher à la même vitesse. Et même si le joueur réussit à perdre l'eau de vue, elle est liée au joueur et revient très rapidement. Le stress monte, le joueur est pris par surprise, c'est la première fois du jeu qu'un événement du genre arrive, le facile devient difficile, le jeu teste le joueur, et il doit montrer un certain niveau d'habileté pour réussir. Et vu la difficulté, il y a de bonnes chances de mourir, plusieurs fois même. En fait, il risque aux joueurs de mourir assez souvent au cours du jeu. La mort est en fait très commune et très brusque dans le Metroidvania, et bien qu'Ori and the Blind Forest se focus plus sur le parcours, le nombre de morts peut facilement entrer dans les centaines. Mais comme Srikanth Sundaram et Madeline Steed disent sur le Metroidvania, dans un passage inspiré de l'article Disengagement from Games, Characterizing the Experience and Process of Exiting Play Sessions, la frustration est considérée comme une émotion négative qui conduit au désengagement, mais les travaux récents montrent qu'elles peuvent motiver les joueurs dans les environnements à haut niveau de défi. Cette étude, qui est aussi sur Ori and the Blind Forest, montre que les défis dans les Metroidvania poussent plus souvent leurs joueurs à persévérer plutôt qu'abandonner le jeu. Que ce soit de changer de stratégie, aller explorer pour devenir meilleur, ou tout simplement faire la même chose jusqu'à une réussite, les joueurs ont espoir de réussir d'une façon ou d'une autre, et plus ils font d'essais, plus il y a de l'avancement, plus l'espoir prend place, et plus ils persistent. Et finalement, leur espoir sont récompensés lorsqu'ils arrivent proches de la fin de la séquence d'évasion. Le design de niveau devient moins compliqué, il n'y a plus d'ennemis, le jeu te fait utiliser le bash plusieurs fois de suite en ligne droite, comme un bravo d'avoir réussi à te rendre jusqu'en haut. Par sa persévérance, le joueur a gagné, il a persisté, il a gardé espoir de réussir, et il a donc ressenti l'espoir par le gameplay, peut-être même sans le savoir. Ori and the Blind Forest se repose beaucoup sur l'art visuel et les graphismes, non seulement pour rendre le monde plus beau et immersif, mais aussi pour aider la mise en scène et évoquer chez les joueurs certaines émotions. Dans cette section, nous analyserons comment le jeu Ori accomplit cela en se basant d'abord sur la théorie des couleurs et ensuite sur l'environnement et les effets visuels. Le jeu se repose sur l'art visuel et les graphismes pour générer chez les joueurs un sentiment d'espoir en jouant sur les couleurs, les contrastes et les effets visuels. Dans cette section, il sera expliqué comment la palette de couleurs de la cinématique de fin impacte les émotions du joueur lorsqu'elle visionne cette séquence. Premièrement, quand la cinématique commence, on voit Ori qui traverse une forêt en feu. On n'est pas sûr si il va réussir à sauver la forêt. On va ressentir plusieurs émotions. Ça va être des émotions plutôt négatives, quand même intenses, mais plutôt négatives. Dans cette séquence, la palette de couleurs va être plutôt simple. Il y a seulement 4 couleurs qui sont faciles à reconnaître. Il y a le noir, le rouge, le orange et le jaune. D'abord, le noir, qui, pour cette
explication qu'on va nommer de couleur, puisque techniquement, le noir n'est pas une couleur. C'est une absence de couleur, c'est un manque de couleur. C'est les couleurs qui ne reflètent pas sur rien, et donc qui créent... En fait, ça ne crée pas de noir, mais nos yeux ne sont pas capables de percevoir une couleur. Et justement, pour le bien de cette explication, on va la nommer de couleur noire. Mais le fait que c'est une absence de couleur ajoute au fait que le noir est une couleur négative. Lorsqu'on regarde cette couleur, on ne se sent pas toujours très bien. Ce n'est pas une couleur qui va nous emmener de la joie ou des sentiments positifs. C'est une couleur qui, dans notre culture, dans notre vision des choses, a plusieurs symboliques, comme par exemple la mort, et est aussi utilisée dans plusieurs expressions, comme broyer du noir, avoir des pensées noires, qui sont toutes des expressions qui démontrent quelqu'un qui pense négativement, qui ne va pas bien. Et donc le noir est relié à des mauvais sentiments, à, entre guillemets, la dépression. Et donc, dans cette séquence, le noir des arbres sera pour ajouter du négatif à ce qui se passe dans la séquence. Ce qui nous amène donc à parler du feu et de ses couleurs. Le rouge, en premier, est une couleur qui peut être associée à plusieurs émotions, comme par exemple l'amour ou la colère. Dans ce cas précis, c'est un rouge foncé et donc nous amène plus vers le sentiment négatif, qui est donc la colère. De plus que le orange et le jaune, qui, bien que le jaune soit souvent vu plus positif comme la joie, dans ce cas-ci, avec le orange, qui est une couleur plus énergisante, qui va donc amener des émotions plus intenses, dans ce cas-ci, une intensité de plus que de l'énergie, plutôt pour augmenter les sentiments, les mettre plus forts. Et donc, les trois couleurs mis ensemble, le rouge foncé de la colère et le orange et jaune qui amène l'intensité de plus, va créer vraiment, avec le noir, tout ce sentiment de colère et des émotions intenses envers Ori et peut-être qu'il ne réussira pas sa quête. Pour appuyer mon propos, voici 3 citations qui viennent du mémoire de master psychologie clinique et psychopathologie par Betty Altos, qui s'appelle Émotions en couleurs. La première, les couleurs plus auraient une valeur excitatrice, tandis que les couleurs moins amèneraient une impression d'anxiété. Depuis, certaines couleurs ont même obtenu une connotation universelle. Le gris et le noir, par exemple, sont souvent associés à la tristesse ou à la dépression. Le bleu nous évoque l'apaisement en raison de leur effet physiologique relaxant. La couleur rouge est, quant à elle, souvent associée au danger ou à la colère. La deuxième, en effet, selon le système colorimétrique de Munsell, la couleur est définie par 3 composantes, la teinte, la saturation et la luminosité. Et pour finir, il est possible qu'une petite variation de l'une de ces 3 caractéristiques de la couleur ait une influence sur nos cognitions ou nos comportements. Ces citations vont venir appuyer le fait que chaque couleur peut faire ressentir différentes émotions, dépendant justement de ces 3 caractéristiques. Et c'est pourquoi le rouge va être plus vu comme une émotion négative qui va amener la colère plutôt que, par exemple, l'amour, puisque celle-ci est plus foncée. Et comme le jaune qui est souvent associé à la joie, lorsque celui-ci est plus pastel et plus clair, et alors que dans cette séquence va être moins vu comme la joie, surtout mélangé avec les autres couleurs du feu, et le feu en lui-même qui va signifier le danger, et qui donc, mis tout ensemble, va amener un sentiment de colère et d'émotions intenses, plus négatifs, plus stressants, à savoir si Ori va pouvoir réussir à sauver la forêt. Est-ce qu'il va réussir sa quête? On ressent aussi peut-être du désespoir de voir Ori avoir la difficulté et penser que ça va peut-être se terminer mal. Deuxièmement, on voit Ori qui va avancer vers le grand arbre. Il va sortir de la forêt et il va arriver devant le grand arbre qui est en dernier plan. Et on va se faire dire que l'arbre est notre dernier espoir pour sauver la forêt. Cet arbre-là, le grand arbre, va être plutôt de couleur bleutée, un petit peu d'indigo dans la lumière autour de l'arbre, mais la couleur principale, ça va être le bleu pâle. Lorsqu'une couleur est pâle, elle va faire ressentir des émotions plus positives, surtout pour le bleu, un peu comme le vert. Ça va être des émotions plus relaxantes, ça va être apaisant de regarder ces couleurs-là. Et donc, le fait que l'arbre soit bleu et qu'il soit le dernier espoir d'Ori, alors que celui-ci sort de la forêt en feu, qui va donner des émotions plus de colère, de désespoir, des émotions plus intenses, et qui va ensuite émerger en face de l'arbre avec ses couleurs bleutées et ses émotions plus
plus apaisante, calme. Ce qui va donc créer un contraste entre les deux sortes d'émotions qu'on va ressentir lorsqu'on passe de un à l'autre. De plus, le bleu et le orange, plus présents dans le feu, sont deux couleurs complémentaires qui va donc ajouter au fait que les émotions sont plus drastiques et qu'on passe directement de un à l'autre en quelques instants. De plus, pour ajouter comment la couleur du feu, la couleur de l'arbre, le bleu et le rouge-orange et leur complémentarité affectent complètement différemment les joueurs, voici une citation de l'article Colors and Emotions in Video Games. Wolfson and Case examined the effects of the colors red and blue on players' emotions. The results suggest that participants in the red group were more aroused than the participants in the blue group. Ce qui veut dire que la couleur rouge va affecter plus intensément les gens que la couleur bleue. Tout ça pour dire que lorsqu'Ori sort de la forêt en feu et arrive vers l'arbre, le sentiment de désespoir qu'on pouvait ressentir dans la forêt est rapidement remplacé par un sentiment d'espoir qu'on pourrait avoir en se disant qu'il va peut-être réussir finalement à sauver la forêt, que leur dernier espoir qui est l'arbre va le permettre de réussir sa quête et sauver la forêt. Troisièmement, un peu après, on voit l'oiseau qui vole vers Ori pour l'attaquer, pour l'empêcher de réussir sa quête de sauver la forêt. D'abord, c'est pas le principal sujet, mais la couleur de l'oiseau qui est noire, mais très noire comparé au noir de l'arbre, qui démontre bien que c'est le méchant, même si on le sait déjà au départ. Mais ça l'ajoute quand même au fait que la couleur est vraiment plus foncée que les autres. Et il va un peu ressortir plus que les autres éléments dans la scène. Mais le plus important, c'est les couleurs de l'environnement et que lorsque l'oiseau vient attaquer Ori, cela va le faire reculer vers la forêt, qui va le rapprocher vers la forêt en feu. Et donc, qui va nous rapprocher des couleurs qui nous donnent des émotions négatives et nous reculer du sentiment d'apaisement et d'espoir qu'on avait en étant devant l'arbre. Et donc, tout ça pour nous ramener au sentiment de colère et un peu de désespoir, nous faire ressentir que finalement, il y a un obstacle de plus, on va peut-être pas réussir. Ça donne un sentiment de confusion. Est-ce qu'on va réussir, est-ce qu'on va pas réussir? Et tout ça revient au fait qu'on retourne plus vers les couleurs rouges de la forêt, le feu, tout ça. Et tout ça à cause qu'Ori s'est fait pousser vers la forêt et il se fait attaquer par l'oiseau. Pour finir, une fois que l'oiseau a aidé Ori à amener l'orbe au grand arbre, finalement, la forêt est sauvée. Elle n'est plus en feu, elle reprend tranquillement ses couleurs et on peut voir justement la beauté de la nature de la forêt revenir, les couleurs revenir. Et justement, ces couleurs qui sont plus dans le bleu, plus que celles qu'il y avait déjà autour de l'arbre. Un bleu un peu plus clair, un bleu un peu plus vif, ainsi que du vert qu'on n'avait pas avant, du vert quand même pâle, pas trop foncé. Et ces deux couleurs-là qui sont quand même similaires, représentent justement la tranquillité, l'apaisement. On a un sentiment de soulagement que c'est enfin fini, que la forêt est sauvée. Donc, le fait que ces couleurs sont plus pâles au lieu de foncées va amener des émotions plus positives. En plus qu'il y a un rayon de lumière qui illumine la forêt et qui donc va amener de plus un sentiment de joie parce que le soleil est souvent associé au jaune et le jaune à la joie. Et donc, on peut amener tout ça et dire que ce rayon de soleil va emmener un peu de joie et un peu de bien-être au fait d'avoir enfin sauvé la forêt. Et donc, on va avoir un sentiment d'espoir d'avoir fait tout ça et le fait que Ori vient de sortir d'un moment plus négatif, plus stressant et que finalement, ça émerge vers une cinématique pleine de couleurs et une fin heureuse et qui a finalement réussi sa quête. Les environnements des jeux Ori sont construits avec un système de parallaxe. Ça consiste à construire un environnement 3D en superposant des couches 2D qui bougent à des vitesses différentes dépendamment des mouvements de la caméra. Ça permet de donner au monde une certaine profondeur tout en gardant la jouabilité en 2 dimensions. Pour séparer les différentes couches, en plus des vitesses différentes, les développeurs des jeux Ori ont expliqué dans une conférence GDC une autre méthode qu'ils utilisent. Je cite, « Parfois, nous utilisons la couleur pour séparer les plaques. Ici, vous voyez que la couche centrale est principalement verte et la couche de fond principalement bleue. Cette méthode permet non seulement de faire la séparation même quand le joueur ne bouge pas, mais permet aussi, comme les développeurs expliquent juste après, de créer une ambiance. Je cite, « Plus tard dans le jeu, vous pourrez l'explorer de jour et vous constaterez que l'ambiance est radicalement différente. On est passé du bleu-vert au vert-jaune, mais il s'agit toujours de couleurs analogues. Les développeurs des jeux Ori utilisent donc des techniques comme celle-ci pour faire évoquer chez les joueurs des émotions. »
Pour démontrer cela, je vais analyser la scène à la fin du donjon de l'arbre de l'eau. Pour remettre en contexte, la forêt était corrompue et mourante, alors Ori a dû rentrer dans l'arbre et libérer son cœur pour sauver la forêt. On s'attendrait, en sortant de l'arbre, à être récompensé avec une ambiance un peu plus positive, en nous montrant qu'on a réussi, qu'on a sauvé la forêt. Pourtant, la scène sur laquelle on tombe est totalement différente. Il fait nuit, un peu tous les objets dans la scène sont de couleur noire, il y a un effet bleu entre les couches du parallaxe. On peut rapidement analyser la scène en se basant sur les textes de Aalto. En ce qui concerne la noirceur, je cite, « Bien que le blanc et le noir soient considérés comme des couleurs neutres, leur association crée un impact dramatique saisissant grâce au contraste marqué de leurs valeurs. Le noir peut représenter la puissance et l'élégance, et dans les cultures occidentales, il est associé à la mort. En ce qui concerne l'effet bleu entre les parallaxes, je cite, « Les tons froids sont généralement plus calmes, tandis que les teintes chaudes, comme le rouge, ont plus d'intensité. Les éléments de la scène évoquent donc un certain danger par la noirceur et la nuit, et un certain calme par l'effet bleu. À la place de disparaître, la tension du donjon continue par les effets visuels. C'est un peu comme si le jeu essayait de nous dire que c'est le calme avant la tempête, qu'il va bientôt se passer quelque chose. Comme de fait, la scène se poursuit avec la révélation que Kuro, l'antagoniste principal du jeu, était caché en plein milieu de la scène dans les couches en arrière-plan. On voit Kuro se déplacer de l'arrière de la scène vers l'avant. C'est le seul personnage du jeu à pouvoir faire ça. En plus, chacun de ses mouvements fait trembler la caméra. Le jeu utilise donc l'environnement et ses effets visuels pour montrer la puissance insurmontable de son antagoniste. Un élément notable de la scène, c'est l'orage qui accompagne Kuro. L'orage commence au moment où il apparaît, comme s'il pouvait influencer la météo. On peut expliquer cela en citant les textes de Aalto, je cite, « Certains jeux mettent l'accent sur les effets de la nature en jouant avec la météo. La pluie et la neige sont souvent utilisées pour créer des scènes de jeu encore plus immersives. Cependant, elles surchargent rapidement l'écran et sont donc généralement utilisées ponctuellement plutôt que de façon permanente. Dans les jeux Ori, les orages ne sont utilisés que dans certaines scènes pour évoquer des émotions plus négatives. Dans ce cas-ci, l'orage est utilisé pour présenter l'antagoniste comme une force de la nature insurmontable. En comparaison, dans la scène qui suit, Ori se réveille dans la forêt et l'ambiance est totalement différente. On a des couleurs beaucoup plus vibrantes et un effet de lumière jaune. On peut analyser la scène en utilisant les textes de Aalto. En ce qui concerne les couleurs plus vibrantes, je cite, « L'absence de la couleur noire crée une atmosphère très dynamique et rassurante. En ce qui concerne l'effet de lumière jaune, je cite, « Le jaune, associé au soleil, est souvent décrit comme une couleur joyeuse et énergisante. L'ambiance de la scène est donc joyeuse et positive. » La scène est donc passée d'une atmosphère au début plus calme et tendue, avec beaucoup de noir et de bleu, à une ambiance terrifiante en présentant l'antagoniste comme une force insurmontable, en utilisant de l'orage et de la pluie. Ça a servi à créer chez le joueur un certain désespoir en lui montrant par l'ambiance que ses actions n'ont pas eu l'impact souhaité. Ensuite, la scène est devenue colorée et joyeuse, montrant au joueur qu'il a réussi et qu'il avait raison de ne pas perdre espoir. Nous pouvons donc conclure que le jeu Ori and the Blind Forest véhicule un sentiment d'espoir de différentes manières. D'abord par la narration, en utilisant des séquences ludonarratives et en créant un lien émotif entre les joueurs et le personnage du jeu. Ensuite par la jouabilité, en utilisant la progression du joueur et le design des niveaux et des séquences d'évasion. Enfin, par l'art et les graphismes, en jouant sur les couleurs, les contrastes et les effets visuels. Si on voulait pousser l'analyse plus loin, il serait intéressant d'analyser des jeux similaires aux jeux de Ori en termes de jouabilité et de style visuel, comme Hollow Knight et Silksong, pour voir comment ces derniers évoquent un sentiment d'espoir ou s'ils évoquent un autre effet esthétique.